Bonsoir à tous, bienvenue pour la controverse de reprise à l'IREMO. On est très content de vous accueillir dès cette rentrée. On vous informe immédiatement, puisque c'est une question souvent évoquée au cours des derniers rendez-vous et débats dans cette salle. Depuis une semaine fonctionne et a été lancé le site internet de l'IREMO, très simple, www.iremo.org, qui vous permet de suivre à la fois les manifestations à venir, les publications qui vont être faites, et puis retrouver aussi les débats qui ont eu lieu et les différentes activités que l'Institut veut développer progressivement, puisque comme vous le savez, l'IREMO c'est une aventure émergente, en construction permanente, pilotée par Jean-Paul Chagnolot et Chloé Frasbono, et par un collectif de personnes qui travaillent, s'intéressent, coopèrent et mènent des projets au sein de la région Méditerranée-Moyen-Orient. Donc cette controverse de reprise, nous l'avons centrée volontairement sur les 10 ans du 11 septembre, et je signale immédiatement qu'elle est réalisée en partenariat avec RFI, l'émission géopolitique animée par Marie-France Chatin, qui est assise au premier rang, puisqu'on a un partenariat entre l'IREMO et RFI pour que les débats dans cette salle soient repris aussi à la radio. Et donc, ce débat sera repris sous une autre forme, avec un autre dialogue, d'autres thèmes évoqués, et diffusé ce dimanche 11 septembre à 13h40 et 20h10. Marie-France, si j'ai bien compris les horaires de diffusion. Donc ce soir, débat sur le 11 septembre, très rapidement, ne pas revenir de mon côté sur le 11 septembre, on va analyser les choses. Simplement j'ai été frappé de voir certains chiffres qui ont été annoncés dans le dernier numéro du magazine Économiste, qui rappelait que les attentats avaient fait environ 3000 morts, qu'il y avait maintenant tout un débat émergent sur le nombre de victimes qu'a provoqué les attentats et la poussière, par exemple, ceux qui ont été dans les secours au moment des événements. Et donc il y a un débat aux États-Unis sur comment aider ces populations qui ont été victimes après coup des attentats. Et évidemment, le coût des guerres provoquées, impulsées depuis le 11 septembre, les interventions en Irak, en Afghanistan. Je rappelle qu'il y a 6000 soldats américains environ qui sont morts au combat en Afghanistan et en Irak depuis 10 ans, que ces combats en Afghanistan et au Pakistan à la frontière et l'Irak auraient fait environ 140 000 morts civiles. Coût économique du 11 septembre, évidemment, à relier avec le contexte budgétaire et de la dette américaine aussi peut-être. Le coût pour l'image des États-Unis au-delà de l'Occident au sein du monde, les relations Orient-Occident, les relations des populations arabes et musulmanes dans les pays européens et aux États-Unis, les définitions sur les nouveaux rôles de l'OTAN qui sont en débat depuis quelques années. Plus près de nous, évidemment, il y a 4 mois, la capture et l'annonce de la mort de Ben Laden, les activités d'Al-Qaïda régionalisées avec Al-Qaïda Maghreb, l'AQMI, qu'est-ce que c'est en termes de fantasmes, en termes de réalité, en termes de menaces, en termes de risques, quels sont les liens avec l'organisation centrale, Al-Qaïda est-elle en perte de vitesse, toute une série de petites questions comme ça qui reviennent actuellement dans le débat. Alors ce soir, pour animer la controverse, il y a 3 moments de discussion. Tout d'abord, revenir avec Alain Grèche sur ce que le 11 septembre a changé, modifié dans la géopolitique internationale. Est-ce une date rupture? Et si oui, pourquoi? Dans un deuxième temps, donc je ne présente pas Alain Grèche, tout le monde sait qu'il est journaliste et directeur adjoint du Monde diplomatique. Dans un deuxième temps, Anissa Bouziane, qui est romancière, qui prépare un livre précisément sur un témoignage sur les attentats. Anissa Bouziane a été témoin des événements du 11 septembre et nous livrera un témoignage ce soir sur cette question au moment des faits et depuis la perception des relations Orient-Occident qu'elle a vécues depuis. Et puis, troisième moment de ce débat, l'état de lieu dans la lutte contre le terrorisme, l'analyse stratégique à l'aune aussi des révoltes et transformations en cours au sein du monde arabe que proposera Flavien Bourra, qui est chargé de programme sur la région Afrique du Nord-Moyen-Orient à l'Institut de recherche
stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Voilà, je laisse la place à Alain Grèche pour ce premier temps de discussion. Bien, merci pour l'invitation. La question évidemment qui est posée, est-ce que le monde a changé depuis le 11 septembre ou est-ce que le 11 septembre a été un tournant historique dans la géopolitique mondiale? Si vous suivez la presse, le nombre de tournants géopolitiques majeurs qui ont eu lieu depuis longtemps, enfin, il y en a de nombreux et chaque fois on nous présente des événements comme vraiment très importants. Et on a l'impression, à voir les différentes publications autour du 11 septembre aujourd'hui, le fait que tous les journaux font des numéros spéciaux, que c'est vraiment un événement marquant et qui a changé énormément de choses. Je n'en suis pas tellement convaincu. Il a changé un certain nombre de choses, mais il a été, je dirais, un événement parmi d'autres dans un bouleversement géopolitique qui a commencé il y a 20 ans et qui me semble très important. Il a joué un rôle dans ce bouleversement, mais pas aussi important qu'on pourrait le croire. Le bouleversement, c'est évidemment la fin de la guerre froide à la fin des années... au début des années 90, l'effondrement de l'Union soviétique, la création de la Russie, la fin du pacte de Varsovie, et le fait que, disons, le monde qui était organisé globalement autour de l'affrontement Est-Ouest est devenu un monde différent, un monde dans lequel on a cru même pour un temps qu'il allait être dominé par les États-Unis. On a parlé d'un siècle américain, d'une grande puissance américaine, de la seule hyperpuissance existante, qui avait tous les moyens pour déterminer l'évolution du monde. 20 ans après, ce qui, moi, me paraît frappant, c'est à quel point cette vision s'est révélée fausse, et à quel point, justement, ce à quoi on a assisté durant ces 20 ans, et dans ces 20 ans, il y a eu le 11 septembre, mais ça n'a pas été l'élément déterminant, c'est le passage à un monde multipolaire, un monde dans lequel, finalement, émergent de nouvelles puissances qui jouent un rôle grandissant. Bien sûr, les États-Unis restent et resteront pour longtemps encore la puissance dominante, mais ils ne sont plus la seule puissance, ils sont contestés d'abord sur le plan économique, et aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire avec l'affaiblissement économique, voir la montée de la puissance de la Chine, du Brésil ou de l'Inde, c'est quand même assez impressionnant, mais ils sont aussi contestés sur le plan politique militaire dans les différentes régions. Avec un élément quand même qui est aussi très important à comprendre, c'est que on est sorti d'un monde bipolaire et on n'est pas dans une division entre les États-Unis, le reste du monde, ou les États-Unis et l'Occident et le reste du monde, ou entre le Nord et le Sud. On est dans un monde qui est post-idéologique, et dans lequel, finalement, les affrontements se font en fonction des intérêts nationaux des États, ou de la compréhension par les élites nationales de leurs intérêts nationaux. Et on peut voir, curieusement, des alliances qui sont des alliances à géométrie variable. Donc on a, par exemple, pour prendre l'actualité immédiate, la Turquie, membre de l'OTAN, alliée des États-Unis, qui est entrée dans une politique de confrontation avec Israël. On a le vote du Conseil de sécurité de la Libye, où on a la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui votent pour, en gros, une intervention militaire, l'Allemagne qui s'abstient, ou le Brésil et l'Inde qui s'abstiennent. L'Afrique du Sud vote pour, mais ça a posé beaucoup de problèmes en Afrique du Sud. Donc on n'est plus dans une situation, avant on pouvait dire globalement, avant début des années 90, on pouvait dire, bon, en gros il va y avoir une telle majorité sur telle question. Et on savait comment se situaient les pays. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est un monde multipolaire, qui ne veut pas dire qu'il soit moins dangereux ou moins... c'est un monde multipolaire, et c'est un monde, je dirais, aussi, et c'est très important, post-occidental. C'est-à-dire qu'en fait, on sort d'une période de 2 siècles qui a été dominée par l'Europe d'abord, et l'Europe et les États-Unis. Et ça me semble aussi très important. Et c'est, bon, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas seulement économique, c'est pas seulement... politique et militaire, c'est aussi idéologique et culturel. Je crois que c'est Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui dit que nous n'avons plus le monopole du grand récit historique. C'est-à-dire toute l'histoire telle que nous l'avons construite depuis 2 siècles autour de la montée de l'Europe, autour de la montée des États-Unis, elle est en train d'être réécrite. Bon, je n'entrerai pas dans le détail, mais ça me semble aussi un élément très important. Là-dedans, qu'est-ce que le 11 septembre a changé? Évidemment, il a changé un certain nombre de choses.
il a été perçu par la direction américaine de l'époque, c'est-à-dire par le président Bush fils et les gens autour de lui, comme une agression contre les États-Unis et comme nécessitant une riposte essentiellement militaire et d'engager les États-Unis dans ce qu'ils appelaient la guerre mondiale contre le terrorisme, qui avait cet aspect de vouloir recréer le monde de la guerre froide. Parce que même si l'ennemi n'était pas très clairement identifié, l'idée que c'était la troisième guerre mondiale, au sens de... Il y a eu la première guerre mondiale, pas 14-18, il y a eu la première guerre mondiale menée contre le fascisme et le nazisme dans les années 30, il y a eu la deuxième guerre mondiale, menée contre le communisme, et maintenant nous entrions dans une troisième guerre qui était une guerre contre le terrorisme. Alors l'ennemi n'était pas très clairement défini, c'était le terrorisme islamiste, l'axe du mal, ça variait au fil des discours, mais il y avait cette idée très claire d'un ennemi et d'une guerre, et à un moment c'était pratiquement une guerre sans fin. C'est-à-dire de dire c'est une guerre qui va continuer très longtemps, c'est une guerre qu'il ne faut pas penser que nous allons la résoudre facilement. Ça a amené l'administration américaine, au-delà de ce discours idéologique, à mener deux guerres. La première qui était la guerre d'Afghanistan, qui est une guerre qui n'a pas soulevé beaucoup de contestations dans ce qu'on peut appeler la communauté internationale, c'est-à-dire la plupart des États, et qui a été prélude à une autre guerre, qui a été celle d'Irak, qui a été beaucoup plus controversée, comme vous savez, qui a soulevé beaucoup plus d'opposition. Et ces guerres qui ont semblé au départ victorieuses et relativement faciles, je veux dire, le renversement du régime taliban a été extrêmement facile, sans une présence massive des troupes américaines au sol. Ça a été une aide aérienne à des troupes de l'opposition de l'Alliance du Nord, qui a été aussi relativement facile en Irak. Finalement, petit à petit, s'est retourné contre ses promoteurs, avec cette idée que, bon, on avait beau disposer des technologies les plus avancées, face à une guerre de guérilla, il y avait peu de... Enfin, les rapports de force entre une armée, même ultra armée, et une guérilla qui a un appui plus ou moins important dans certaines communautés au moins, se retournaient contre les États-Unis. Et là, on a assisté à une vraie crise qui a été d'abord le fait que la politique américaine au Proche-Orient s'est heurtée à beaucoup d'opposition. Elle s'est heurtée au fait que les objectifs fixés, c'est-à-dire, en tous les cas au début, la traque d'Al-Qaïda n'a pas marché, l'installation d'un régime ami en Afghanistan, ça a été possible, mais ce régime n'a pas été capable de se stabiliser. Et en Irak, une situation assez paradoxale où le régime est sans doute un peu plus représentatif qu'il ne l'est en Afghanistan, mais la capacité des Américains à l'influencer paraît assez limitée. Et on a cette chose quand même assez paradoxale quand on y réfléchit, c'est-à-dire qu'on a un régime afghan qui a été complètement mis en place, lui, par les Américains et aux mains aujourd'hui des Américains, et un régime irakien qui a été mis en place en partie par les Américains, et sur lequel les Américains n'arrivent pas à avoir de prise. C'est-à-dire, on voit les déclarations de Karzai contre les États-Unis qui sont absolument surprenantes. Au-delà du fait que, à mon avis, Karzai ne dispose pas d'une grande popularité aujourd'hui en Afghanistan. Donc cette guerre, elle a été un échec politique, au-delà du fait qu'elle a été payée par un prix très élevé par les populations. Je veux dire, et pas seulement, je veux dire, en nombre de victimes. Je pense réellement que l'Irak va payer des décennies ce qui s'est passé, c'est-à-dire la destruction de l'État irakien et sa reconstruction prendront des décennies. Donc il y a vraiment là quelque chose un échec américain important. Et puis ça a été un gouffre économique et financier. Bon, c'est toujours difficile de chiffrer les guerres. Vous savez que Stiglitz, le prix Nobel d'économie, l'a chiffré entre 3 000 milliards et 5 000 milliards de dollars. Et c'est évident que cette crise et le poids qu'a cette intervention militaire sur les États-Unis aujourd'hui sont un des éléments de la crise économique actuelle. C'est-à-dire le fait que la marge de manœuvre des autorités face à la crise bancaire, etc., est complètement réduite par cette intervention militaire. Et il faut y voir une des raisons pour lesquelles on a eu, sur la question libyenne, cette espèce de réserve
des États-Unis, qui étaient liés aussi à des problèmes de politique intérieure et tout, mais aussi à des problèmes financiers. Donc, paradoxalement, le 11 septembre a eu comme effet d'affaiblir les États-Unis, alors qu'ils avaient eu l'impression d'affaiblir le prestige politique, de l'affaiblir politiquement et militairement au Proche-Orient et financièrement. Et donc, finalement, d'accélérer ce que j'ai dit, c'est-à-dire le passage petit à petit d'un monde dominé par la seule puissance américaine à un monde beaucoup plus multipolaire dans lequel les États non occidentaux jouent un rôle. D'autres conséquences du 11 septembre, il y en a deux qui peuvent être plus ou moins durables. La première, bon, je ne développerai pas ici beaucoup, c'est concernant les conditions de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, vous savez, et l'idée qu'on était en guerre ont amené le gouvernement américain de Bush à penser que l'état de droit devait être limité. Et c'était donc on a quasiment officialisé la torture, les enlèvements, les assassinats ciblés, etc., des attaques qui ont été dénoncées par un certain nombre d'organisations de défense des droits de la personne aux États-Unis de manière très forte, et dont le symbole a été à la fois le Guantanamo et Abu Ghraib en Irak. Cette idée qu'on faisait face à une menace diffuse, dangereuse, qui était le terrorisme, elle a quand même marqué les opinions occidentales et permis dans beaucoup de pays au gouvernement d'attaquer ce qui, je pense, sont des libertés fondamentales, ou en tous les cas de les écorner. Donc ça, c'est une conséquence durable, parce que, paradoxalement, au-delà de paradoxalement, le fait que la guerre américaine est d'une certaine manière échouée, n'a pas diminué ou n'a pas atténué ce discours sur cette menace terroriste, qui est devenu une espèce d'attrape-tout dans lequel, en fait, tous les gouvernements du monde, démocratiques ou non démocratiques, trouvent leur compte, parce que ça permet de dénoncer toujours les ennemis de l'intérieur comme des terroristes. C'est ce que fait le gouvernement syrien aujourd'hui face aux manifestants, etc. Et ce discours reste prégnant et reste quand même fort, lié aussi à l'autre aspect, la perception par les opinions occidentales d'une menace islamique. Et l'autre conséquence durable, sans doute, du 11 septembre, c'est cette idée d'une menace islamique durable contre l'Occident. Et c'est quelque chose qui a évidemment commencé avant le 11 septembre, mais qui est évidemment... qui s'est développé depuis de manière plus importante, mais qui n'a pas que des aspects stratégiques, qui a aussi des aspects de politique intérieure. On le voit dans les pays occidentaux, avec la présence de communautés musulmanes relativement importantes, la montée d'une islamophobie, etc. Et l'idée que, finalement, comme disait Huntington, nous vivons un choc entre l'Orient et l'Occident. Alors ces idées, d'une certaine manière, sont mises en cause par ce qui se passe dans le monde arabe, par les révoltes arabes, et le fait que, finalement, ce qu'on a pu voir dans le monde arabe montrait que l'aspiration aux libertés, à la démocratie, étaient des aspirations universelles et qu'elles n'étaient pas réservées à des élites ou à des populations non arabes ou non musulmanes. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui restera de manière importante comme un des héritages, si on peut dire, du 11 septembre. Donc en conclusion, je dirais que le 11 septembre a été un élément important de l'histoire de ces dernières années, ne serait-ce que par les conséquences qu'il a eues sur la politique américaine, mais qu'en même temps, je ne pense pas qu'il ait fondamentalement changé la donne internationale, ni les grands mouvements auxquels on avait commencé à assister dès le début des années 90. Merci Alain Grush. Tout de suite, on va laisser la parole à Amicia Bouziane pour livrer un témoignage des événements et qui va apporter sans doute beaucoup de choses pour les personnes ici présentes.
Je vais peut-être, plutôt que de débuter avec mon témoignage, parler de ce que je pense de ma perspective de romancière a changé avec le 11 septembre. Et moi, je vois qu'il y a eu un avant et un après à cause de ce que les États-Unis ont souffert, notamment un bleu à l'âme américain. Et je pense que quelque part, leur relation à l'idée du rêve américain s'est transformée. Je vois ça avec mes yeux de romancière et mes yeux de témoin de ces deux tours qui sont tombées le 11 septembre 2001. C'est comme si l'une d'entre elles était rêve et l'autre réalité. Et auparavant, le 10 septembre 2001, ces deux tours étaient comme un vase communicant où il suffisait de rêver assez fort en Amérique pour que rêve devienne réalité. Et le jour où ces deux tours sont tombés, subitement, cette équation qui était fondamentale à l'idée que l'Américain se fait de sa place dans le monde et justement dans l'histoire a changé. Et donc, si Fukuyama a dit que nous étions at the end of history, à la fin de l'histoire, il ne l'a pas imaginé comme tel, mais effectivement, je suis totalement d'accord qu'on est arrivé à une situation où on est à la fin de l'histoire parce que le récit s'écrit différemment aujourd'hui. Et l'Amérique n'arrive plus à se voir et ne veut pas se voir dans cette narration qui a changé, dont elle n'est plus nécessairement le moteur. Donc oui, un monde multipolaire, oui, et je crois qu'aujourd'hui, si l'Amérique est presque calcifiée par cet événement, c'est parce que et il n'y a qu'une manière de parler du 11 septembre. Je viens de terminer un roman qui raconte pas simplement ce que j'ai vécu. J'ai pris 10 ans pour écrire un texte qui est, oui, la perspective d'une Arab American sur les tours et ce jour-là. Mais aussi j'essaye de décliner toutes ces états d'âme américaines qui ont changé et comment on navigue cet espace entre Orient et Occident aujourd'hui, lorsque effectivement elles sont en collision ou lorsque la narration principale voudrait qu'elles soient en collision. Et bizarrement, les Américains sont assez frileux vis-à-vis ce texte parce que je ne raconte pas l'histoire telle qu'elle est acceptée en Amérique. Il y a une version de me parler du 11 septembre et une seule version. Et ça, c'est problématique. Et surtout lorsque l'Amérique était avant l'endroit où l'on pouvait imaginer demain, le présent existait, le futur existait, et le passé semblait peu important. Et subitement, le 11 septembre a fait que l'Amérique s'est peut-être retournée et avance vers son futur comme Benjamin l'imaginait en arrière. Donc, c'est un peu ma théorie, et à partir de ce point-là, je regarde cet événement. Et c'est vrai que mon roman commence avec le récit d'une jeune femme qui n'est pas Anissa Bouziane, elle s'appelle Jihan Nafar, elle est autre que moi, mais comme moi, elle était au 20e étage d'un gratte-ciel au nord de Ground Zero et elle a vu tomber les tours ce jour-là. Il est vrai que... et je débutais mon roman, cette jeune femme est retournée au Maroc et on la rencontre, elle est enterrée jusqu'au cou dans les dunes de l'El El-Alia du côté de Merzouga. Un peu pour se donner à la terre, un peu pour se faire pardonner de ce qu'elle est, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a témoigné, et pour pouvoir recommencer à nouveau. Il est vrai que les questions d'identité aujourd'hui, pour les gens comme moi qui sont d'origine arabe et américain, parce que je suis née dans le Tennessee, de père marocain, musulman, arabe et berbère d'origine, et ma mère est française du 15e arrondissement. Mais l'anglais est la langue qui est la mienne, dans laquelle je rêve et dans laquelle j'écris.
Et pour moi, le 11 septembre, il y a eu un avant et un après, parce que avant ça, j'avais une espèce de liberté en Amérique que je pensais ne pas avoir en France en tant que personne d'origine arabe, parce que je pouvais être l'acteur et l'auteur de mon identité, puisqu'il n'y avait pas trop de stéréotypes dans l'imaginaire américain pour ce qu'était un arabe. Oui, la guerre de 67 avait eu un impact, même l'histoire des otages en Iran, mais pas assez pour que si je dise que je suis du Maroc, il n'y ait une idée. Il n'y avait aucune idée dans l'imaginaire de l'américain. Lorsque je suis arrivée à Columbia University, il y avait des élèves qui me disaient excuse me, but where is Morocco? Ils n'avaient aucune idée. On m'a dit, quand je dis en Afrique du Nord, but if it's in Africa, why are you not black? Donc il y avait rien. Et c'était une forme de liberté et d'indépendance. Mais le 11 septembre a fait que toute personne d'origine arabe et musulmane a subitement senti que le visage de Ben Laden était tatoué sur le leur. Et donc le positionnement pour décliner mon identité subitement, c'est « je ne suis pas terroriste ». Et j'ai publié dans le Herald Tribune le 10 octobre un article qui initialement devait s'intituler « Ben Laden does not speak for the wretched of the earth », ce qui se traduit comme « Ben Laden ne parle pas pour les damnés de la terre ». Mais le IHT a choisi de le transformer, c'est devenu « Most Muslims don't want to live in a world run by Ben Laden », voulant dire la majorité des musulmans ne veulent pas vivre dans un monde régi par Ben Laden. Il fallait, même si on voulait expliquer d'où la douleur qui se transforme en colère, qui se transforme en acte meurtrier, d'où ça vient, il fallait d'abord dire « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Et subitement, je suis enfermée dans un discours qui n'était pas le mien avant. Et puis ensuite, il ne faut pas ignorer qu'il y a beaucoup de communautés musulmanes aux États-Unis qui sont très diverses et variées. Et il y a eu un amalgame terrible qui s'est fait. Et les communautés récemment immigrées aux États-Unis qui ne s'étaient pas approprié la langue de manière aussi facile que moi, par exemple, se sont sentis particulièrement stigmatisés. Donc voilà un peu, je crois que pour un peu lier à ce qui s'est dit en fin de première partie, oui, le Patriot Act, qui était la loi qui régissait cette limitation des libertés fondamentales, qui a été une manière qui a été ressentie par les Arabes des Américains d'origine arabe comme de l'islamophobie institutionnalisée. Et ça a été très très dur à vivre. C'était dès 2002, hein? Oui, c'était très rapide, très rapide. Donc voilà, c'est des idées sur lesquelles on peut rebondir ensuite, mais inévitablement, il y a eu ce sentiment que si Huntington avait déclaré qu'il y avait un clash des civilisations et que s'il y avait des voix qui s'étaient élevées pour dire non, subitement après le 11 septembre, on ne pouvait plus dire non, il n'y a pas de clash des civilisations. Et donc au niveau identitaire, on s'est retrouvé à exister dans un espace qui normalement était ce flot harmonieux entre Orient et Occident et qui subitement n'existait pas ou sinon était un vide total. Juste une petite complément. Vous avez quitté les États-Unis en quelle année? Moi, j'ai quitté en juin 2002. D'accord. Ouais. Depuis, vous y retournez régulièrement? Alors, j'y retourne régulièrement. Ce que j'ai fait initialement, je suis allée au Maroc en mars 2002 pour faire partie d'une conférence à El Hawaïn University pour parler justement de ce témoignage. Et le papier que j'ai présenté à ce moment-là était l'idée, le seed idea, l'idée qui a germé, qui est devenue ensuite un roman, mais qui a pris, comme je vous l'ai dit, 10 ans à se concrétiser. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un espoir que le lendemain du 11 septembre pourrait être un monde dans lequel on vivrait mieux, où il y aurait plus d'entente. Mais dès que
la guerre d'Irak a été déclarée, subitement toutes ces possibilités se sont évaporées. J'ai vécu au Maroc pendant 6 mois, j'ai organisé un grand colloque autour du sujet « Est-ce que le dialogue entre les cultures est possible ?» Et puis après j'ai voulu écrire mon roman et j'ai senti que je ne pouvais pas l'écrire à New York. Et c'est à partir de Paris que j'ai pu avoir la perspective nécessaire pour le faire. Merci pour ce témoignage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse ouvrir la discussion, si vous avez déjà des demandes précises, tant pour Alain que pour Anissa, pour enclencher le débat. Donc la parole est à la salle. Si vous voulez bien vous présenter quand vous posez les questions aux intervenants, avant qu'on passe à l'intervention de Flavien Bourra. Donc on a un peu de temps, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Et comme vous le savez, le principe dans cette salle, c'est le dialogue dynamique. Donc la parole est à vous. S'il y a des questions, bien sûr, madame. Oui, François Charles-Robin de l'Humanité. Simplement une précision à propos de votre roman. Vous dites qu'il est terminé. Oui. Et donc, vous l'avez écrit en anglais ou en français? En anglais. En anglais. De Paris, en anglais. Exact. D'accord. Oui. Et comment s'appelle-t-il? Quelle est l'édition? Alors, le titre en anglais est 100 Years East of Ground Zero, voulant dire un siècle à l'est de Ground Zero. Actuellement, je suis en négociation avec un éditeur britannique, car j'ai eu beaucoup de mal à convaincre des éditeurs américains. Ils ne sont pas encore convaincus. C'est pour ça que j'ai parlé de l'uniformité de la manière dont on peut raconter ce récit. Et je suis en train de le traduire en français, avec l'espoir de pouvoir le publier ici en France bientôt. Mais je n'ai pas encore signé de contrat, donc je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'il sera publié, mais j'espère dans l'année qui suit. Merci. Luc Béaderic, c'est votre réponse qui amène ma question. Quelle est effectivement la différence entre la réalité ou l'imaginaire américain et votre réalité et votre imaginaire? Alors, je pense que une chose qui m'a toujours un peu surprise, c'est que ce que je vais dire est très transgressif vis-à-vis des Américains. On me l'a carrément dit. Les tours sont tombées et 3000 personnes sont mortes. Et le discours qui s'est développé autour de cette tragédie s'est centré grandement sur cet événement et la mort de ces 3000 personnes. Comme si c'était elles individuellement qui avaient été visées. Et donc les familles des victimes se sont accaparées quelque part le récit de cet événement. Moi je vois les victimes, c'est l'Amérique. Et c'est pas l'Amérique pour les mêmes raisons qu'elle le pense. Dans le sens que généralement, et même des grands historiens que je respecte grandement, comme Simon Schama, récemment dans le Financial Times, a écrit que on s'est attaqué à la liberté américaine, à la notion de freedom. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. On s'est attaqué à une idée de l'Amérique, mais on ne peut pas simplement dire qu'on s'est attaqué à la manière dont l'Amérique symbolisait la liberté. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et malheureusement, en Amérique, quand on dit ça, quand on commence à expliquer peut-être ce dont je parlais un peu avant, le désarroi qui mène à la colère, qui mène à la haine, qui mène au meurtre, c'est perçu par les Américains comme créer des excuses pour le terrorisme. Et ça, je l'ai vécu. On m'a dit, tu ne peux pas expliquer pourquoi il y avait une haine contre nous, sinon tu es de leur côté. Et de là, nous arrivons au fameux discours de Bush, either you're with us or you're against us. Ou bien vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Et donc, ça veut dire que l'intellectuel qui réfléchit,
qui se rend compte que même dans une situation pareille, où oui, il y a un drame à un niveau mythologique, il y a quand même des nuances, et ce n'est pas complètement une chose, mais complètement l'autre. Merci. Question 2. Allez-y, si vous voulez prendre la parole. Moi, en fait, j'aurais voulu voir quelques indications par rapport aux objectifs des protagonistes de cet acte de terrorisme. En quelle mesure on peut considérer qu'ils remplissent leurs objectifs, ou est-ce que les intérêts servis par cet acte de terrorisme les ont desservis ou ils ont servi d'autres intérêts? Question pour Alain Grèche. Oui. Il est difficile de savoir quels étaient les objectifs d'Al-Qaïda dans cette attaque, mais beaucoup de gens disent que leur but était d'entraîner les États-Unis dans des guerres au Proche-Orient. C'est-à-dire de les amener à intervenir parce que ça permettrait de les défaire sur place. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une vision aussi claire et aussi évidente. Aux États-Unis, les choses ont été différentes et qui ont amené d'ailleurs un certain nombre de gens à défendre l'idée que finalement tout le 11 septembre était un complot qui avait été fomenté par les Américains, parce que l'équipe au pouvoir, qui était arrivée au pouvoir, Bush avait été élu dans les circonstances que vous savez assez floues, disons, assez douteuses. Il avait tenu un discours de politique étrangère extrêmement sur l'idée que les États-Unis ne devaient pas s'occuper du monde, qu'il fallait s'occuper des problèmes internes, ce que font d'ailleurs souvent les candidats américains, candidats à la présidence américaine, parce que les Américains votent essentiellement là-dessus, ils ne votent pas sur l'Irak ou sur l'Afghanistan. Donc, mais il y avait autour de lui ceux qu'on a appelés après les néoconservateurs, qui ont été les seuls dans l'administration américaine capables de formuler une réponse à la fois idéologique, politique, militaire à cette attaque terroriste, et qui ont pensé transformer ça en un atout pour les Américains. Et il y a eu vraiment un moment, en tous les cas, je pense, une vraie vision idéologique de la direction américaine, enfin des gens les plus influents, disons, de la direction américaine, pour dire nous allons nous servir de ça pour à la fois affirmer la puissance américaine, montrer que nous ripostons, affirmer la puissance américaine et changer la donne. Et l'idée de la démocratisation du Proche-Orient, nous on peut la voir comme une idée purement cynique, je ne pense pas qu'elle l'était. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens dans l'administration américaine qui pensaient que la coopération des États-Unis avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, etc., avait débouché finalement sur le développement du fondamentalisme islamique sunnite qui avait créé Ben Laden. Et que donc il fallait en finir avec ça. Alors, je ne dis pas que tous les protagonistes décideurs américains avaient cette vision, mais c'est vrai que dans les premiers mois, dans les premières années, les néoconservateurs qui étaient porteurs de cette vision ont été capables d'offrir une perspective à Bush et aux Américains. Ils ont essayé de la mettre en œuvre, et puis ça s'est transformé en une catastrophe, et il y a eu un recul qui a commencé d'ailleurs bien avant l'élection d'Obama. Le discours a changé dans les 2-3 dernières années de l'administration Bush. Vous avez un discours beaucoup plus modéré, beaucoup plus l'idée il faut tenir compte de nos alliés, beaucoup moins arrogant, etc. Voilà un peu comment cet événement a été utilisé par les protagonistes. Pour revenir à Al-Qaïda, ça a eu un effet assez contradictoire, parce que la vision effectivement que les opinions du monde ont eue de cet événement était contradictoire, contrairement, comme vous l'avez dit, contrairement à celle des États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une grande réjouissance sur le fait de l'attaque contre les tours. Je pense qu'en général, les forces politiques, y compris islamistes, ont condamné, même s'il y avait ce sentiment que moi j'ai lu dans, je crois, Libération 2 jours après, dans un témoignage d'Algérie qui disait c'est quand même bien, pour une fois c'est nous qui sommes devant l'écran et c'est eux qui sont dans l'écran. Voulant dire par là, c'est-à-dire c'est nous qui sommes les spectateurs et nous sommes spectateurs de leur souffrance, alors que jusqu'à présent c'est toujours eux qui étaient spectateurs de notre souffrance. Et
aussi le fait que, pour beaucoup, c'était pas une attaque contre la liberté, ou contre les États-Unis comme symbole de la liberté. Quand on fait des sondages dans les opinions, parmi les opinions publiques dans le monde arabe et dans le monde musulman, ce qui est frappant, c'est la dichotomie entre l'admiration pour les valeurs dont se réclament les États-Unis et leur politique concrète. Donc les gens ne s'attaquent pas du tout, enfin je dirais même pour Ben Laden, l'objectif c'était pas la liberté. Une fois dans une interview après le 11 septembre, enfin je sais pas si c'est après le 11 septembre, il a dit mais si je voulais m'attaquer au pays le plus démocratique et au pays qui représente plus la liberté, je me serais attaqué à la Suède, pas aux États-Unis. Bon, c'était évidemment une boutade, mais il y a vraiment ce problème que les Américains ont beaucoup de mal à comprendre, parce qu'ils se perçoivent comme une puissance du bien, que leur politique sur le terrain est une politique qui fait des victimes, qui est mal perçue, qui est perçue comme une politique agressive. Et dans un premier temps, ça a permis, si vous voulez, cet engagement américain sur le terrain proche-oriental, la guerre Afghanistan et la guerre d'Irak, de booster, si on peut dire, les organisations liées à Al-Qaïda. Ça a été le cas en Irak. Al-Qaïda n'existait pas en Irak avant en 2003 et il s'est développé de manière relativement importante. Mais en même temps, Al-Qaïda a été pris par sa propre logique, qui a été une logique tellement, je dirais, d'une violence tellement extrême, notamment en Irak, que ça a retourné en partie les populations contre elle, et je pense d'une certaine manière ça a contribué à discréditer l'option, non pas l'option islamiste, mais l'option islamiste violente représentée par Al-Qaïda de manière durable dans le monde arabe. Juste avant de prendre une autre question, moi j'avais dans les choses lues un peu là avant de nous retrouver ce soir, parcouru un peu les enquêtes d'opinion qui avaient été faites par le Pew Research Center dans le monde arabe sur les personnalités marquantes. Et on voit bien que la figure de Ben Laden a perdu du terrain entre 2001 et 2011, notamment à partir de 2005-2006, en partie parce que Hezbollah aussi incarnait une autre forme de résistance. Mais par rapport à cette opinion contrastée, ce qui était frappant en 2003, à la fin de l'année 2003, c'est que dans les pays musulmans, les trois personnalités qui étaient le symbole, en tout cas citées par les populations comme figure marquante pour le monde, vous aviez Ben Laden, vous aviez Arafat et vous aviez Chirac à l'époque en 2003. Donc je ferme cette petite parenthèse. J'avais vu qu'il y avait une autre question. Voilà, monsieur, s'il vous plaît. Oui, moi je fais une lecture un petit peu différente de celle d'Alain Lèche. Je crois quand même que aux États-Unis, enfin, je ne dis pas l'Amérique, mais aux États-Unis, il y avait quand même sans doute depuis Lèche a souligné très justement, à la chute du mur de Berlin, l'implosion du bloc de l'Est, une espèce de manque, enfin, certains parlent d'un ennemi utile, pour toute une partie de la société américaine, en particulier ces milieux néoconservateurs, très liés au complexe militaro-industriel, très liés aux pétroliers, etc. Ce parti a tiré énormément bénéfice, malheureusement, du 11 septembre. Je crois qu'Alain Lèche a eu tout à fait raison de dire que les conséquences durables, c'était le maintien de cette islamophobie durable dans les pays occidentaux, y compris chez nous, et le maintien surtout alors d'une sorte de ce qu'on peut appeler une guerre qui est froide mais qui est très chaude pour certains, qui est la lutte contre le terrorisme, avec toute cette batterie de lois qui ont été prises au niveau des États-Unis et qui ont été reprises dans toutes sortes de pays, y compris en France, légitimement, comme Alain Lèche a dit très justement, les enlèvements, les tortures, toutes sortes de procédures dont effectivement, comme Alain l'a dit, toutes sortes de gouvernements réactionnaires ont tiré parti et dont on voit aujourd'hui encore les ravages, par exemple, en Syrie. Donc il y a une espèce de légitimation d'une espèce de guerre à outrance contre, soi-disant, le terrorisme, et qui n'a pas fini de faire des ravages, à mon avis, excusez-moi. Juste un mot, c'est-à-dire, c'est pas en contradiction avec ce que je dis, les États-Unis sont, souvent on dit, mais la politique américaine ou la politique française, comme si
il y avait une politique quelque part qui se décidait dans un bureau et une politique cohérente. On sait très bien dans la réalité, ce n'est pas ça. Il y a évidemment une orientation et en même temps, il y a des visions différentes, y compris la défense du capitalisme américain. Elle passe pour un certain nombre de gens par le développement du libre-échange et pas du tout, c'est un peu ce que Clinton a pu représenter à un moment, et pas du tout par cette idée de guerre perpétuelle. Mais c'est vrai que la fin de la guerre froide a créé une espèce de, je dirais, de crise dans tous les organismes qui avaient été créés pour cette guerre froide, que ce soit les organismes de réflexion, les think tanks, et les organismes, l'armée, les services de renseignement, etc. À quoi nous servons? Si l'ennemi disparaît, à quoi nous servons? Et c'est vrai qu'il y a eu cette idée de nous avons besoin d'un ennemi. Finalement, le monde ne peut pas être existé. Et c'est vrai que c'était l'intérêt, c'est-à-dire vous êtes la haute bureaucratie de l'armée ou des services de renseignement, et on vous dit bon, l'Union soviétique c'est fini, maintenant nous rentrons dans un monde de paix. La conséquence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez devoir licencier des gens. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des appareils qui ont défendu leur propre, qui ont défendu d'une certaine manière la nécessité de se maintenir, et donc qui ont été à la recherche de cet ennemi. Et c'est vrai que même si l'ennemi islamique a été inventé avant Ben Laden, l'attaque des États-Unis a été un vrai choc que nous, vous avez raison de le dire, nous on ne le mesure pas. Je crois vraiment que c'est un des aspects qu'on ne mesure pas, ce choc, et donc qui a permis finalement qui a créé une situation inimaginable aux États-Unis. Et je termine, je vous passe par là-dessus. C'est par exemple sur la presse. C'est-à-dire vous avez eu pour la première fois aux États-Unis pendant 2 ans, entre 2001 et 2003, une presse aux ordres. Même le New York Times et le Washington Post ont répandu tout ce que voulait l'administration américaine pour expliquer que l'Irak c'était un pays terroriste, qu'il y avait des armes de destruction massive, etc. Je voulais simplement relater une anecdote. J'ai entendu un jeune homme du Midwest dire quelques jours après l'événement, « Give me a gun and tell me who to shoot ». Ça veut dire, donnez-moi un fusil et dites-moi sur qui je dois tirer. Et je crois que c'était un cri fondamental. L'Amérique avait besoin de s'attaquer à quelqu'un, à quelque chose. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose dans l'imaginaire américain qui a besoin de l'ennemi. Il est le cow-boy, il a besoin de l'Indien. Donc ça aussi, et Susan Faludi a beaucoup écrit à ce sujet, un livre assez remarquable, je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui s'appelle The Terror Dream, le rêve de la terreur dans l'imaginaire américain. Et donc cette phrase que j'avais entendue m'est restée dans la tête, ils avaient besoin d'un ennemi. Monsieur. Oui, la question que je voudrais poser, c'est de savoir, à votre avis, pourquoi il n'y a pas eu d'autres 11 septembre de la même ampleur. Est-ce que c'est parce que Ben Laden n'a jamais visé ça, il a fait un coup et ça l'a satisfait une fois pour toutes? Est-ce que c'est parce qu'on s'est aperçu que ce coup n'apportait pas cet effondrement des États-Unis qui était peut-être attendu? Ou bien est-ce que c'est parce que l'Occident, enfin non seulement les États-Unis, mais aussi les autres, sous des formes peut-être très critiquables sur le plan des libertés, comme on l'a signalé à plusieurs reprises, s'est mobilisé totalement contre le terrorisme au bout du compte? Et est-ce que c'est ce qui a permis d'endiguer une attaque qui aurait eu lieu? Est-ce qu'il n'y a plus eu d'attaque? Ou bien est-ce qu'il y a eu une défense? Voilà la question que je vais poser, pour voir ce que vous en pensez. Flavien, vous pouvez aussi répondre à ce type de questions ainsi. Oui, peut-être, oui, pour répondre à votre première question. Effectivement, l'attentat du 11 septembre, les attentats du 11 septembre, c'est quand même le pic, hein, c'est le sommet jamais atteint en matière de violence terroriste. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer que ce genre d'événement puisse se reproduire dans des conditions très similaires de celles d'il y a 10 ans? Je n'en suis pas sûr, évidemment, j'ai aucune certitude. Je ne pense pas que ce genre d'événement puisse se reproduire à des cadences proches. D'abord parce que il y a des mesures qui sont prises. Je veux dire que les effets, les conséquences font qu'il y a des réactions, comme vous l'avez dit. Il faut aussi, pour qu'il puisse se reproduire, qu'il y ait un incitateur idéologique,
des réseaux, une structure. Enfin bon, au fond, c'est un ensemble assez complexe de paramètres qui peuvent conduire à la réussite. On peut très bien imaginer que les attentats du 11 septembre aient échoué la dernière minute pour un problème qui soit trouvé en travers des terroristes, etc. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut bien distinguer entre l'énormité de cet événement et du choc et des effets qu'il a induits, et son caractère, au fond, extraordinairement amateur, et qui aurait pu, au fond, au dernier moment, échouer. Hein. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est un peu difficile à imaginer dans notre esprit. Je crois qu'il faut bien prendre en compte ce point. Maintenant, il faut faire attention lorsqu'on parle du terrorisme. Au fond, on a l'impression que la scène mondiale se limite à une sorte d'affrontement tête-à-tête entre ce qu'on appelle l'Occident et... Autrefois, on appelait ça le tiers-monde, maintenant on dirait le Sud, et encore maintenant ce terme est récusé. Ce qu'on oublie aussi, c'est que, la Grèce l'a bien dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde où effectivement les pays occidentaux n'ont plus la place qu'ils ont pu occuper précédemment, qu'il y a d'autres acteurs étatiques puissants, importants, qui sont la Russie, même si c'est un pays sur le déclin, la Chine, l'Inde, etc. Et n'oublions pas que ces pays, pour ces pays, pas seulement les pays arabes, certains pays occidentaux, mais aussi pour ces pays, au fond, les attentats du 11 septembre ont été une sorte de divine surprise, leur permettant de justifier, au fond, des politiques répressives, justifiées ou non, d'ailleurs je ne rentre pas dans le détail, contre des éléments radicaux, islamistes radicaux, terroristes ou non, qui opéraient sur leur territoire. Encore une fois, je crois qu'il faut sortir de cette espèce de tête-à-tête Occident-Sud. Le reste du monde aussi est concerné. Hein. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le terrorisme n'a pas frappé que les pays occidentaux ni les pays arabes. La Russie a été évidemment concernée, liée au problème tchétchène. La Chine aussi, avec les problèmes de l'ouest du Xinjiang. Et puis l'Inde, évidemment, hein, pour ne citer que. Hein. Donc je crois que vous voyez, il faut quand même, là encore, et c'est peut-être ce que dit Alain Grèche tout à l'heure, on est sorti de cette espèce de tête-à-tête et de cette cette présence unique au fond de l'Occident comme acteur sur la scène mondiale. Juste pour rappeler une chose qui me semble importante, c'est que le terrorisme n'est pas une idéologie. C'est un moyen d'action qui est condamnable et qu'on peut condamner, mais c'est pas quelque chose qui permet de définir. Si on met dans le même sac l'ETA, l'IRA, Ben Laden, le Hezbollah, le Hamas, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et la prégnance de cette idée, le terrorisme, permet effectivement toutes les manipulations. C'est-à-dire, vous allez considérer les mouvements au Xinjiang comme des mouvements terroristes. Vous allez. Alors, je dirais, ça pose la question de la violence. Quel type de violence peut utiliser les mouvements? Mais nous savons très bien que, sans rentrer dans les définitions, la plupart des mouvements dits de libération, que ce soit l'ANC sud-africain, le FLN algérien, ont utilisé l'arme du terrorisme à des moments donnés. Tout. Alors on peut dire, et c'est, à mon avis, à juste titre, c'est la réponse à une terreur d'État, etc. Mais encore une fois, ça ne permet pas de définir quelque chose. Et le caractère vague de ce principe permet à chacun de dire, bah, écoutez, nous avons nos terroristes, et ils sont comme Ben Laden. Vous vous souvenez que c'est Sharon qui dit, après le 11 septembre, vous avez Ben Laden, nous avons Arafat. Le terrorisme, oui, effectivement, je crois, et c'est un mode d'action, mais avec une définition que je crois qui est assez restrictive. La confusion qui a été faite, me semble-t-il, après le 11 septembre, c'est entre terrorisme et violence armée. Alors, vous me direz que les résultats peuvent être parfois similaires. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Le terrorisme, c'est quand même une action violente qui est perpétrée par un groupe restreint d'individus, ou voire par un individu, dans la clandestinité, et qui vise prioritairement en ciblant des objectifs civils ou alors gouvernementaux, mais donner, au fond, conférer une importance et un impact qui soit, au fond, disproportionné, surmultiplié par rapport à la nature de l'acte lui-même. Et évidemment, on l'a vu avant, mais on l'a vu après le 11 septembre, il y a une instrumentalisation de la notion de terrorisme. C'est-à-dire qu'au fond, certains acteurs étatiques ou politiques vont définir le terrorisme en fonction de ce qu'ils se considèrent comme la justesse ou non de la cause. Et effectivement, en Israël, on va assimiler au fond, les attentats du 11 septembre et les actes de violence qui sont perpétrés dans les territoires en Israël, par rapport à l'occupation, etc. À l'inverse, dans les pays arabes, on va considérer par exemple que les attentats suicides qui ont lieu au début des années 2000 en Israël, dans des boîtes de nuit, etc., ne sont pas du terrorisme parce qu'au fond, ils sont motivés par quelque chose qui est légitime, celle de vouloir se libérer, etc. Donc, si vous voulez, il y a une subjectivité.
forte autour de ce... Encore une fois, de ce concept qui est assez restrictif, hein, si on le prend comme définition d'un mode d'action. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, s'il y a... Monsieur, oui, pardon. Oui, je vais faire d'abord une citation. Aujourd'hui, les États-Unis ont établi une double norme, désignant comme terroriste quiconque s'élève contre l'injustice. Ça, c'est Ben Laden avec CNN en 97. Pourquoi dans les médias on ne cite jamais les propos géopolitiques de Ben Laden? Ses objectifs géopolitiques, j'allais dire presque sa morale politique, puisque en 2001, il parle il fait la différence, en 97, il fait la différence entre les gouvernements et les peuples, mais en 2001, après les attentats, il dit les citoyens dans les pays démocratiques, qui se revendent comme ça, payent des impôts à leur gouvernement, donc ils sont co-responsables. Ce genre de phrase, on ne le voit jamais dans les médias. Moi, pendant l'embargo, j'ai refusé de payer les impôts, pendant 7 ans. L'embargo contre l'Irak. Mais j'estime que je suis le seul non responsable de l'embargo, des 1 million de morts. Bon, et cette réflexion, elle est très forte, mais on ne la cite jamais. À Sciences Po, quand ils ont fait une étude de l'écrit de Ben Laden, il n'y a que les écrits islamiques, etc., qui sont la sauce du contexte des gens à qui il écrit. Mais les motivations politiques qui amèneraient une réflexion forte, j'en cite une autre, nous croyons que les États-Unis sont directement responsables des morts en Palestine, au Liban et en Irak. Ça, c'est entretien avec Peter Arnett, CNN, 97, donc 4 ans avant l'attentat. Et ces propos ne sont jamais cités. Je crois qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que la définition de mouvements comme islamistes par les médias permet de donner l'impression qu'on les a définis. C'est-à-dire, on dit quelqu'un est islamiste, et alors on sait ce qu'il est parce qu'on a dit qu'il est islamiste. Et donc, mettre Ben Laden islamiste, c'est de dire, bon, c'est pas la peine de définir, parce que, en fait, comme vous dites, on prend le discours pour la réalité de l'action politique. Alors qu'on sait très bien que dans toutes les forces politiques, il y a un discours idéologique, et puis il y a une action pratique. Et puis la deuxième chose, c'est la manière dont fonctionnent les médias. On ne va pas faire un long exposé ici. On peut faire un débat un jour sur les médias et sur la manière de traiter l'actualité, même s'il faut aussi être nuancé, parce que dans les médias, il y a différents journalistes, il y a différents courants, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une mise en scène. On le voit aujourd'hui, c'est comment on passe une espèce d'accélération de l'actualité, on passe d'un événement à l'autre, on n'explique plus, on est submergé. On n'a jamais eu autant d'informations, je dirais, et on n'a jamais été aussi mal informé. Voilà. Le même disait, les médias tiennent les gens informés, tiennent le peuple occupé à des choses mineures. 97, il disait ça aussi. Je crois aussi qu'il faut distinguer au sein de ce qui a été la direction d'Al-Qaïda, peut-être une sorte de partage des tâches. Ben Laden, très clairement, est un office de médium. Il est le communicant. Son histoire, sa légende, son aura, son discours aussi. Bon, ça n'est pas le théoricien, ça n'est pas l'idéologue du mouvement. Je pense que justement, il est là pour... et dans un registre qui, au fond, il reprend une attitude dans un registre assez fréquent, en tout cas, plus maintenant, mais dans la région, qui est certains discours populistes, où on dénonce toujours le complot, on dénonce toujours l'extérieur, le complot caché, etc., etc. Donc je pense que c'est un discours qui n'est pas très articulé, qui ne s'inspire pas de référents religieux ou idéologiques, mais qui est là, parce qu'il va passer facilement dans ce qu'il considère comme étant les opinions arabes et musulmanes. Alors que, effectivement, Ayman Zawahiri, comme vous le savez, a repris la direction du mouvement Al-Qaïda, on pourra revenir après dessus. C'est pas exactement au fond ce que ça représente. Très clairement, lui, c'est un vrai idéologue. Il a des référents, il donne une ligne, il justifie, mais il condamne aussi certains actes, etc. Je crois que là, il y a un mot partage des tâches est peut-être un peu excessif, mais il y a quand même une articulation entre deux expressions qui sont quand même différentes, mais en même temps complémentaires. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une demande pour Anissa, avant de repasser la parole à Flavien. Alain Grèche nous a expliqué que le 11 septembre était à relier dans ce contexte un peu plus large de la fin de la guerre froide et de regarder ça dans l'évolution d'un monde de plus en plus multipolaire, etc. Et qu'en soi, c'est pas
une date rupture sur le plan géopolitique, mais qu'elle s'inscrit dans une dynamique. En revanche, pour les opinions publiques, à peu près tout le monde dans cette salle, a priori, se souvient parfaitement ce qu'il faisait le 11 septembre. Tout le monde a été marqué par les événements, on sait à peu près ce qu'il faisait. Et par rapport à ce que vous avez dit aussi précédemment, pour la plupart d'entre nous, je fais des suppositions, nous avons vécu ça à travers l'écran de télévision. Vous qui étiez sur place, comment vous avez ressenti les choses, puisque vous avez vu ça de vos propres yeux et loin des écrans de télévision? J'étais pas si loin des écrans de télévision, et c'est ce qui est encore plus surréel. C'est que donc j'étais dans mon bureau au 20e étage de Number 2 Penn Plaza au-dessus de Madison Square Garden. Et on m'a dit, il y a un avion qui a heurté les tours du World Trade Center, puis on s'était rappelé qu'il y avait eu un petit avion qui avait heurté il y a quelques années auparavant le Empire State Building. Donc on pensait que c'était à peu près la même chose. J'étais dans le couloir qui menait vers une fenêtre qui donnait plein sud sur les tours. Alors je me dis, je vais aller regarder. Et quelqu'un, au fond du couloir, il y avait un bureau juste à droite avec des fenêtres qui donnaient largement sur tout ça. Et elle avait, cette femme, dans ce bureau, une télévision. Donc j'ai vu des fenêtres ce qui s'est passé et j'ai vu CNN retransmettre la même image. Mais donc j'étais devant les fenêtres quand j'ai vu le second avion heurter la seconde tour, et je me suis retournée et j'ai vu en léger différé le même incident à nouveau, et je ne savais pas si ce que j'avais vu à l'extérieur était réel ou si la télévision... J'ai perdu à un moment mes repères complètement, et puis on a continué à voir ça avec cette fumée qui s'échappait, et tout d'un coup, donc on regardait la télé et ce qui se passait en live. Et à un moment, je me rappelle très bien, je ne comprenais pas, j'ai dit à ma collègue, j'ai dit, mais pourquoi la fumée s'échappe maintenant du bas de la tour? Parce que en s'effondrant, c'était une colonne de fumée, donc elle avait continué à garder, comme vous l'avez tous vu, sa structure presque comme un fantôme. Et pendant un instant, les gens qui avaient compris, j'avais compris, mais je ne pouvais pas, quelque part dans cette vision, j'entendais des cris de mort, puisque je pensais qu'elle était pleine avec beaucoup plus de gens qu'il n'y avait à l'intérieur. Et épouvantée par ce que je voyais, je ne pouvais que dire quelque chose de bête, comme pourquoi est-ce que la fumée s'échappe du bas. Et à ce moment-là, on a vécu peut-être, c'est dur pour moi d'en parler. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai longuement réfléchi sur comment écrire un roman à ce sujet-là. Parce que bien sûr, ensuite, je suis sortie dans ce Manhattan hanté, recouvert de poussière. Et je vais peut-être vous lire un passage de mon roman. J'ai peut-être mieux réussi là que je n'arrive maintenant à vous en parler. En français peut-être, ou bien en anglais, en français. Bon, alors la traduction est toute neuve, mais au fil du temps, l'image qui me revenait le plus souvent de ce deuxième mardi de septembre était un exemplaire du New York Post portant pour une Michael Jordan, Get a Life. Cette une priait la légende du basket de ne pas reprendre le sport, et je la vis 2 fois ce jour-là. Une première fois lors de mon trajet matinal et une autre fois en début d'après-midi, après que les tours furent tombées et que mon monde ait été recouvert de cendres. C'était la seconde une qui revenait encore et toujours dans mon esprit, quelques lettres en gras imprimées sur la page chiffonnée d'un journal qui tourbillonnait dans la 34e rue déserte. C'est vrai que pendant longtemps, je ne pouvais pas vous décrire ce que je vous ai décrit, que je ne voyais que ce monde de cendres et que ce papier.
Et pour moi, j'ai reconstruit les fragments de mon 11 septembre, qui est à la base un événement qui est l'événement fragmentaire par définition. Et que vous dire, dans le roman, je n'arrive à raconter ce que j'ai vu le jour même que en mettant ma protagoniste, Jehan Nafar, au milieu du désert marocain devant un écran de télé. Parce qu'elle ne peut même pas s'en rappeler. Et c'est un peu moi aussi. J'ai peut-être quitté pour échapper à ça. Puisqu'il y a des gens qui disent, est-ce que vous êtes parti parce que c'était trop dur d'être arabe et musulmane aux États-Unis? Est-ce que c'est l'islamophobie qui vous a fait partir? Non, c'est la peur, c'est tout. Merci Anissa. Flavien Bourrin, quelques questions qui vont venir en complément de ce qui a été dit jusqu'à présent, notamment sur l'état de cette lutte contre le terrorisme. On en a un peu parlé. Où en est-on? Est-ce qu'Al-Qaïda est affaibli? Faut-il relier, et si oui, comment, le 11 septembre et les révoltes dans le monde arabe 10 ans plus tard? Est-ce que ça ferme la parenthèse sur cette lutte contre le terrorisme, sachant que Nicolas Sarkozy, ne riez pas, il est toujours président de la République, a dit dans son discours aux ambassadeurs le 31 août qu'Al-Qaïda, même affaibli, restait présent, que c'était vrai au Pakistan et c'était vrai dans le monde arabe et en Afrique. Quelle lecture fait-on de cet état des lieux de la lutte contre le terrorisme et des événements actuels dans le monde arabe? Je crois que ça peut paraître un peu paradoxal et provocateur ce que je vais dire. Le 11 septembre, les attentats du 11 septembre constituent un peu le champ du cygne d'une forme de violence extrême, donc dans des moyens terroristes. Je ferai une petite parenthèse. Au fond, on a parlé d'Al-Qaïda. Le 11 septembre a introduit, je crois, à tort, des définitions un peu simplificatrices de ces phénomènes. Et on a parlé de guerre contre la terreur. On a parlé du terrorisme comme une menace stratégique. C'est quelque chose, à mon avis, qui est contestable. On a dit que le terrorisme, des attentats terroristes pouvaient déstabiliser des États, voire provoquer leur effondrement, ce qui me paraît non pertinent non plus. Bref, il y a eu une tendance, au fond, à simplifier, à raccourcir. Je préférais peut-être que de parler d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, au fond, c'est une chose qui a existé, dont on n'a jamais pu parfaitement appréhender les contours, mais elle a existé. Est-ce qu'encore maintenant, est-ce que c'est une définition pertinente par rapport à la réalité? Je ne sais pas, ça serait l'objet d'une autre discussion. Je ne suis pas assez spécialiste sur cette question elle-même pour pouvoir l'aborder, mais je préférais peut-être parler pour donner une définition de cette forme de violence, de salafisme djihadiste. Au fond, je crois que c'est celle qui s'accorde le mieux à la violence terroriste telle qu'elle a été prônée et perpétrée par le mouvement Al-Qaïda. Alors, au fond, quand je dis que le 11 septembre constitue un peu le champ du cygne, c'est que, effectivement, c'est l'apogée. La violence djihadiste a existé avant. On l'a vu à l'œuvre à des niveaux extrêmement violents pendant la guerre civile en Algérie. On l'a vu à Luxor en Égypte en 1997, puis on l'a vu aussi avec les attentats de Dar es Salaam et de Nairobi. Et puis, au fond, le 11 septembre provoque cette guerre contre le terrorisme par les États-Unis et un certain nombre de pays de la communauté internationale. Et d'une manière assez paradoxale, effectivement, le fait de s'attaquer à ce phénomène, exacerbe encore plus cette violence. C'est-à-dire qu'on voit, à la suite du 11 septembre, un nombre croissant de pays qui n'étaient peu ou pas concernés avant par le terrorisme, qui sont frappés par des attentats extrêmement violents. Alors ces attentats sont perpétrés soit par Al-Qaïda, soit au nom de Al-Qaïda. En un mot, ils sont inspirés. Mais en fait, cette période qui va donc des attentats de 2001 à 2006, je reviendrai après pourquoi l'année 2006, effectivement, on a une sorte on vit en permanence avec les attentats terroristes. On peut
peut citer ceux de Bali, ceux de Madrid, ceux de Londres, ceux de Casablanca, etc., ceux de Djerba. Enfin bon, en Turquie, c'est la journée, il y a très peu de pays au fond qui sont épargnés. Mais on s'aperçoit que cette violence, au fond, elle est la conséquence non seulement du 11 septembre, mais elle est aussi la conséquence de la politique de guerre contre le terrorisme, menée par les États-Unis et donc d'autres pays. Et on peut dire que, en simplifiant un petit peu, si les années 90 ont consacré l'échec de l'islamisme politique, je reprends là l'islam politique, une expression d'Olivier Roy, en ce sens que les mouvements islamistes ne sont pas parvenus, dont l'objectif était de parvenir au pouvoir, n'ont pas atteint cet objectif, que ce soit par des moyens légaux ou des moyens illégaux, car très clairement, à la fin des années 90, l'échec est consommé. Les années 2000 constituent et se soldent par l'échec du salafisme djihadisme. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que la violence perpétrée ou inspirée par cette idéologie s'arrête à la fin de la décennie 2000, bien sûr, mais la dynamique et les objectifs, en tout cas tels qu'ils étaient définis, ne sont pas atteints. La date qui marque, je crois, qui scelle un peu cet échec, c'est la mort de Abu Musab el-Zarqawi en Irak, vous le savez probablement, qui était à la fois le chef des groupes salafistes djihadistes, dont les actions s'inscrivaient très clairement dans le contexte de guerre civile alors en Irak, mais étaient directement inspirées par Al-Qaïda. Et au fond, son élimination met un petit peu un terme en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a un certain type de violence qui s'arrête en Irak, pas toutes les violences, et effectivement, on assiste à la fin de ces grands attentats qui ont ponctué, disons, la première moitié des années 2000. Alors, comment expliquer cette évolution ? Il y a évidemment les politiques mises en place par les États, qui sont des politiques à la fois de surveillance, de répression, etc. Aussi des politiques de désengagement et de déradicalisation. Alors ça c'est intéressant, on va en parler si vous voulez, ces politiques de déradicalisation qui sont mises en place dans un certain nombre de pays arabes. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite et à l'Algérie. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est tout aussi, voire plus important, c'est l'échec de l'idée, enfin de l'idéologie qui sous-tend cette violence extrême. Dans sa version la plus extrême, le salafisme djihadisme, au fond, ne se contente pas de lutter contre ce qu'il considère comme les ennemis de l'islam, ou combattre pour des causes islamiques. Il se développe au sein de ce courant une dimension, alors qu'on va qualifié à partir du mot arabe takfir, de takfirisme. Alors très schématiquement, j'explique qu'est-ce que ça signifie. Au fond, les tenants du salafisme djihadisme, takfiriste, considèrent que l'ennemi n'est plus seulement à l'extérieur, il n'est plus seulement à la tête des États arabes et musulmans, mais il se situe même au sein des populations. Et si vous vous souvenez effectivement les massacres commis par le GIA en Algérie, on est dans cette dimension, au fond, punir des gens qui, au fond, abandonnaient la cause islamique. Et en Irak, très clairement, et c'est la démarche de Zarqawi, c'est une violence sectaire, au fond, qui considère, notamment qui s'en prend aux musulmans chiites, majoritaires comme on le sait en Irak, considérant au fond qu'ils sont des apostats, qui ne sont plus des musulmans. Donc il y a cette démarche, qui, comme vous pouvez l'imaginer, qui ne peut que très difficilement conserver pendant un moment donné le soutien d'une partie de la population. C'est à la fois tellement sectaire et surtout c'est une démarche qui se veut en rupture par rapport aux référents sociaux, locaux, nationaux, étatiques. Et donc là, c'est une forme de millénarisme qui est quand même assez peu susceptible de drainer des foules derrière elle. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important qui marque la différence avec ce qui se passe maintenant. Alors, où en est-on actuellement? Et je prendrai comme exemple la situation en Afrique du Nord, au Maghreb et dans l'ère sahélo-saharienne. On a toujours de la violence djihadiste, ça ne s'est pas arrêté. Mais elle s'inscrit dans une démarche, je dirais, plus
allez dire, plus traditionnelle. Si je prends le cas de l'Irak, par exemple, il y a toujours des attentats, il y en a eu encore malheureusement récemment. Ces attentats s'inscrivent plus dans un contexte de guerre civile, de rivalité politique, éventuellement confessionnelle, éventuellement aussi avec des dérives mafieuses ou de banditisme, donc un peu un mix de tous ces paramètres, mais la dimension, disons, purement idéologique a, semble-t-il, disparu. Sur la question sur le lien avec les révolutions arabes, moi j'aurais tendance à penser qu'au fond il n'y a pas de lien entre les deux phénomènes. Les révolutions auxquelles on assiste, ou les révoltes auxquelles on assiste depuis l'hiver dernier dans le monde arabe, sont l'aboutissement d'un processus au fond qui a une maturation plus longue et qui a tardé dans les pays arabes par rapport au reste du monde, mais au fond qui est un rejet du despotisme, un rejet de l'autoritarisme. Et la violence prônée par Al-Qaïda ou les mouvements qui s'en sont inspirés après, à mon avis, n'a pas de lien que ce soit en amont. Alors en aval, c'est un petit peu différent. Indirectement, comme vous le savez, ces révolutions ont conduit au démantèlement ou tout au moins à l'allègement des structures sécuritaires des États dans lesquels elles sont produites. Et bien entendu, le démantèlement de sécurité d'État, donc d'organes qui étaient aussi des organes de sécurité, mais aussi de répression, était une des revendications, bien sûr, des populations, et c'est parfaitement justifié, eu égard à la violence qui était utilisée par ces institutions. Mais en même temps, et là, ça peut être aussi paradoxal, ce démantèlement et cette restructuration qui parfois tarde un petit peu, ou qui se fait difficilement, crée effectivement une situation, un peu un vide sécuritaire, et incontestablement, on peut considérer que dans le contexte actuel, et qui est encore pas parfaitement stabilisé pour des pays comme la Tunisie et l'Égypte, puisqu'on est en attente de processus électoraux, de manière plus préoccupante, et j'en reviendrai après en Égypte, en Libye et peut-être en Syrie, parce que la Syrie, le régime n'est pas encore tombé, peuvent, disons, inciter des mouvements ou des groupuscules radicaux à perpétrer des actes violents en se disant, au fond, on est moins contrôlé, moins surveillé, c'est le moment d'y aller. Donc là, il y a effectivement un gap de temps qui n'est peut-être pas infini. Je pense que si les situations politiques se stabilisent, le risque aura tendance à s'estomper, mais qui est réel dans les circonstances actuelles. Alors, sur le Maghreb, disons le sud de la Méditerranée et l'espace sahélo-saharien. Alors c'est un exemple particulièrement intéressant puisque en 2007, comme vous le savez, ce qu'on appelait le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui était un mouvement qui s'était extrait du GIA algérien, parce qu'il refusait justement la violence aveugle contre les civils, et que le dernier grand mouvement armé à lutter contre le pouvoir algérien, sur le territoire algérien, a fait officiellement allégeance à Al-Qaïda, en janvier 2007. Alors, ce geste a été d'emblée perçu comme porteur de menaces par les pays occidentaux, dont la France, puisque on considérait que ce mouvement dont les effectifs tendaient à se réduire et dont le terrain d'action était aussi se limitait de plus en plus au territoire algérien, au fond, le fait d'être intégré dans Al-Qaïda allait lui donner à la fois une influence, une capacité de recrutement, des moyens logistiques, etc. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement était en situation difficile, je dirais en une forme de déclin, donc perte de contrôle de territoire, avait à subir les coups de plus en plus violents de la part des forces de sécurité algériennes, difficultés de recrutement aussi, et au fond, c'était de se retrouver une nouvelle jeunesse que de faire cet acte d'allégeance pour avoir encore une fois une nouvelle visibilité et espérer pouvoir recruter de nouveaux militants et combattants. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette allégeance a provoqué une sorte un peu comme un noyau qui se sépare en deux, c'est-à-dire que de la maison mère, qui était le commandement de l'organisation situé encore une fois qui est dans le nord de l'Algérie, essentiellement dans l'est algérois et dans l'ouest de la Kabylie, les katibas, c'est-à-dire que les brigades ou les sections de ce GSPC, qui donc a pris comme nom Al-Qaïda au Maghreb islamique, et qui opéraient dans l'espace saharien, ont pris de plus en plus une autonomie. Et de telle sorte qu'actuellement, on
fait face à une situation un peu particulière. On a au nord de l'Algérie, effectivement, un ensemble qu'on pourrait limite estimer à peu près à 300 personnes, qui continuent à pratiquer une violence armée contre les institutions algériennes. Encore tout récemment, il y a eu un attentat important contre l'académie militaire de Cherchell. Et parallèlement, s'est développé depuis une dizaine d'années un autre noyau de cette AQMI, puisqu'il faut l'appeler comme ça, mais qui prend de plus en plus une autonomie et dont les activités, au fond, sont encore motivées pour des raisons idéologiques, bien sûr, mais se font de plus en plus avec des activités de banditisme. Et cette partie d'AQMI opère dans un espace qui est très vaste, très mal contrôlé, qui connaît un délitement du contrôle de l'État, une porosité des frontières, et aussi des problèmes économiques et sociaux, et effectivement, ça facilite son activité. Alors, j'ai parlé de la Libye. Il y a déjà quelques indices qui sont à noter suite aux événements de Libye, à la crise libyenne, qui est à la fois un mélange d'insurrection et un peu de guerre civile. On assiste actuellement à une remise en cause des systèmes d'allégeance, des positionnements d'un certain nombre de populations, je pense notamment aux Touaregs, les Touaregs grosso modo, qui sont à cheval entre le sud du Maghreb, l'extrême sud du Maghreb, et les pays de le nord des pays de la frange sahélienne. La situation en Libye peut être considérée comme porteur de risques en matière de terrorisme pour deux raisons. La première, c'est que les structures de l'État libyen étaient évidemment très particulières, et actuellement, on ne sait pas très bien sur quoi, au fond, pourra reposer le futur État, même si on peut imaginer de nouvelles reconfigurations, peut-être un système fédéral, c'est encore prématuré pour le dire. Mais il y a une situation, au fond, un peu de flottement. Et le deuxième point, c'est la circulation massive des armes. La Libye est une sorte d'arsenal, et le délitement presque total du régime Kadhafi a fait que, les gens disposent d'armements de toutes sortes, ça circule, ça se vend, etc. Et ça, évidemment, c'est quand même toujours un facteur préoccupant en matière de sécurité. Car ces armes peuvent évidemment aboutir à des mouvements armés ou terroristes. Et puis, j'en reviens à ce que je disais juste avant, c'est cette reconfiguration des rapports d'allégeance, des positionnements d'un certain nombre de populations. Je pense notamment aux Touaregs. Au fond, AQMI au Sahara voyait sa marge de manœuvre limitée parce qu'elle ne bénéficiait pas d'un soutien des populations locales, notamment dans le sud algérien, la région de Kassili. Actuellement, il y a des indices qui laissent à penser qu'il y a des Touaregs qui étaient soutenus par le régime Kadhafi qui n'ont plus d'autorité de tutelle, d'allégeance, qui retournent en Algérie. Le sud algérien lui-même est une région assez délaissée par le pouvoir, qui connaît une situation économique et sociale très difficile, et on craint, et on peut imaginer qu'une partie de ces populations, non pas rejoignent AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais puissent s'y associer pour un certain nombre d'activités, de logistique, etc., et donc renforcer le mouvement. Le tout sur un fond géostratégique caractérisé par une très très grande porosité des frontières, et évidemment la difficulté du côté libyen pour assurer la sécurité du pays. Donc là, il y a effectivement un point préoccupant. En conclusion, et je m'appuie sur cet exemple que je viens de citer, je crois que la violence salafiste djihadiste, telle qu'Al-Qaïda et ses différentes branches, parce qu'il y a eu Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a aussi Al-Qaïda dans la péninsule arabique, bien sûr. C'est une mouvance au fond qui est d'abord mutante, évolutive. Ça n'est pas ce centre inamovible avec ses chefs, etc., qui, à partir d'un point central, délègue et commande ses missions et ses attentats. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus lâche, évolutif, et je crois aussi, il est très important de le noter, qui s'adapte et qui se développe ou diminue en fonction des conditions locales du pays, conditions sociales, conditions économiques, système politique, et aussi la question très importante
des repères, des repères culturels, identitaires, etc. C'est aussi un facteur, je crois, important qui peut expliquer la montée en puissance de ce type de violence ou au contraire sa réduction. Je citerai un exemple, puisqu'on parle du Maghreb, qui est celui du Maroc. Alors le Maroc a connu un attentat assez violent récemment à Marrakech, dans un endroit extrêmement ciblé, qui a paru jusqu'à maintenant à peu près isolé. Bon, si le Maroc, où existe aussi cette mouvance et cette idéologie salafiste djihadiste, n'a pas connu les mêmes développements qu'en Algérie, là aussi, je pense que c'est dû à un contexte historique, social et politique qui est différent. Au Maroc, cette mouvance reste extrêmement atomisée. Elle n'a pas bénéficié, disons, d'un soutien important de la population. Mais encore une fois, c'est peut-être conjoncturel. C'est-à-dire que, et on le voit avec la Libye, des changements dans les équilibres internes politiques, dans les allégeances, dans les repères identitaires, peuvent effectivement modifier complètement la donne. Merci Fabien Bourrin. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions à cette intervention plus ciblée sur l'état de la lutte contre le terrorisme ou d'autres questions Monsieur? Oui, là, c'est une question peut-être un peu différente, parce qu'on a beaucoup parlé, à juste titre d'ailleurs, de la situation à partir du 11 septembre. Et alors, dans ma mémoire de journaliste, j'ai présenté le journal télévisé belge pendant 18 ans, j'ai été parlementaire européen pendant 10 ans, et puis après j'ai fait des interviews un peu comme Butim Chancel. Et dans ces interviews, il y en a un qui me revient en mémoire et qui se passait bien avant le 11 septembre, qui se passait dans les années 90, je ne peux plus vous dire exactement, et c'était l'interview de Willy Klaas. Alors je ne sais plus si ça vous dit quelque chose, mais Willy Klaas était belge et il était secrétaire général de l'OTAN. Et je me souviens de cette phrase qui m'avait surpris à ce moment-là. Il m'avait dit, mais aujourd'hui, notre grand adversaire, ce sont les pays du Sud. Ce sont les pays du Sud, et là je songe à ce que vous avez dit de la guerre des civilisations d'Huntington, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce que je ne crois pas que ce soit Huntington lui-même qui l'a dit, mais ça c'est un détail historique. Mais ça m'avait frappé à l'époque, parce que c'était un propos finalement très isolé. Et ce propos, venant du secrétaire général de l'OTAN, avait naturellement une signification tout à fait particulière. Alors j'aimerais savoir un peu quelle serait votre grille d'interprétation devant le propos tenu à cette époque par le secrétaire général de l'OTAN. Ce n'est pas un propos innocent. Est-ce que c'est un propos qui se brochait sur des prévisions? J'avoue que j'ai un peu perdu la mémoire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des actes de terrorisme particuliers qui pouvaient alimenter, je dirais, les préventions et les angoisses? Je pose la question un peu à tous les trois. Pour essayer de répondre à votre question, j'en reviens un petit peu à ce que je disais ailleurs, tout à l'heure sur le sortir de cette dichotomie Sud-Occident, parce que très clairement, la violence salafiste djihadiste telle que pratiquée par Al-Qaïda ou ses émanations, elle a touché, elle continue à frapper en majorité des pays musulmans, des populations musulmanes. C'est, encore une fois, imaginez que c'est à la fois une idéologie et un mouvement qui est dirigé contre ce qu'on appelle l'Occident ou le Nord. C'est, je veux dire, c'est à mon avis totalement contraire à la réalité. C'est une interprétation qui est évidemment extrêmement fallacieuse. Maintenant, après, sur le... Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je constate depuis, effectivement, ça c'est peut-être un des autres effets pervers des attentats du 11 septembre, c'est une tendance à non seulement, comme le disait Alain Grèche, à continuer à vouloir analyser les événements dans le monde avec une très forte polarisation, sur un mode binaire, il y a un camp puis il y a l'autre, deux camps irréductibles, ça c'est un premier point. Et l'autre, c'est une tendance à tout simplifier. Il faut ne pas prendre en compte l'extraordinaire. Je ne dis pas que nous sommes revenus dans un monde pré-20e siècle, qui était un siècle très idéologisé, mais nous sommes très clairement dans un monde extraordinairement complexe. Si on prend en exemple, par exemple, ce qui se passe actuellement en Libye, au-delà, effectivement, d'un rejet, effectivement,
comme dans les autres pays d'un système, une dictature ancienne. Je veux dire, les choses ne sont pas aussi... il y a des zones grises, donc, si vous voulez, je pense que c'est... je pense aussi que, aussi, parce que j'ai travaillé sur le ministère de la Défense, les militaires et les organisations de militaro-civiles comme l'OTAN, pour des raisons cette fois-ci plus pratiques et non peut-être pas idéologiques, ont tendance à préférer les lignes de fracture un peu bien définies et simples que, effectivement, une certaine complexité qui rend plus complexe, effectivement, des lectures stratégiques ou des interventions militaires. Ça, c'est peut-être un autre élément. Mais juste une chose, c'est juste pour dire que il y a eu en 90 dans les années 90, une discussion sur l'ennemi. Les années 90 sont vraiment des années de recherche de l'ennemi. Et je me souviens moi aussi très bien que parmi ces ennemis, un certain nombre de gens dans l'OTAN ont désigné la menace qui vient du Sud. Dans une situation, il faut le rappeler, des années 90, qui est celle de la guerre civile algérienne et d'une guerre civile en Égypte. C'est-à-dire, on a oublié, il y a une vraie insurrection islamiste qui va durer jusqu'aux attentats de Luxor 97 et qui va être... Et donc ça aussi, ça crée l'idée que la menace va venir de... En plus, l'Égypte et l'Algérie, c'est vraiment les frontières de l'Europe. Il y a eu aussi les attentats à Nairobi, c'est 95 ou 98. Nairobi, Dar es Salaam, 98. L'interview de Chirac dans le Washington Times, en 86, je crois, il disait la même chose. C'était la pensée stratégique des services secrets, tout comme ça, que le danger était au sud, chez les musulmans, etc. Monsieur, vous avez une question? Je voudrais juste apporter quelques précisions concernant le mouvement des Touaregs qui sont alliés à Kadhafi, qui sont actuellement, qui sont retournés dans la zone du Sahel. Ces gens-là, ces Touaregs-là, ne sont pas des Algériens. Je voudrais apporter une précision, ce ne sont pas des Algériens. Ce sont généralement des militaires qui ont déserté l'armée malienne, qui ont rejoint les forces de Kadhafi. C'est une précision. Aussi, cette zone, la zone du sud algérien, je pense qu'elle est mieux développée par rapport à la zone du nord Mali et nord Niger. D'ailleurs, c'est l'objet de la réunion actuelle qui se tient en ce moment, c'était 8 septembre. Donc, les zones les plus délaissées, où les populations, où ces terroristes trouvent un certain soutien, ce sont les zones du nord Mali et du nord Niger, où les terroristes, moyennant financement de ces populations, trouvent de la nourriture, du carburant et beaucoup d'autres choses dont ils ont besoin. Le deuxième point, c'est la question du Maroc qui est pratiquement préservé de cette mouvance terroriste qui sévit au Sahel, parce que la situation actuelle, sur ce sujet géographique, c'est qu'au sud du Maroc, il y a le problème du Sahara occidental. Et donc il y a des forces en présence, des forces militaires en présence. Il y a le mur. Oui, il y a le mur, il y a des forces militaires qui sont là, donc on ne rentre pas dans le contexte. Il y a aussi le sud de l'Algérie qui est fortement donc il y a une présence militaire dans le sud algérien, donc ces gens ne peuvent pas accéder au nord, au Maroc, toute la zone est pratiquement sécurisée. Donc c'est deux précisions que je voudrais faire. Juste par rapport à la première remarque, la réunion que vous avez évoquée, vous pouvez en parler davantage? Oui, actuellement, il se tient à Alger le 7 et 8 septembre, une réunion regroupant les pays du Sahel, donc l'Algérie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, je pense qu'il y a 4 pays, plus les 5 pays membres du Conseil de sécurité, donc les 5 forces planétaires, et la Banque mondiale, il y a la Banque africaine de développement, la Banque européenne de développement, il y a en tout cas les associations de lutte contre le blanchiment d'argent et le de l'Europe, qui sont établies à Genève. Donc il y a l'ONU qui prend déjà ce test. Il y a même la France, donc j'ai rencontré des Français qui sont déjà sur place pour participer à cette test. Donc c'est pour essayer de trouver une solution donc d'abord au terrorisme dans cette zone, au paiement de rançon par les États qui sont concernés, et deuxièmement, il y a les bailleurs de fonds qui vont essayer de trouver une solution au développement de cette région, du nord du Mali, du nord du Niger
le Mauritanie aussi. Merci pour cette précision. Il y avait monsieur, oui, d'abord, et ensuite la main actuellement levée. D'abord monsieur. Très bien, lycée de Soucy. Voilà, il a été dit qu'il n'y a pas de conséquences directes entre le 11 septembre et les révoltes actuelles dans les pays arabes. Juste un peu plus fort parce qu'on entend difficilement ici. Il a été dit qu'il n'y a pas une relation, mettons, de cause à effet entre le 11 septembre et les révoltes dans les pays arabes actuellement. Je voulais simplement constater que peut-être qu'il n'y a pas une relation de cause à effet, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que le 11 septembre, comme il a été dit, a trouvé un discours extrêmement simplificateur de ce qui se passait dans le monde, qui a fait que tous ces pays arabo-musulmans qui ont les États, les gouvernements combattaient les islamistes, ont trouvé là matière à banaliser leur autoritarisme. Et cette banalisation-là a fait que aucune possibilité de critiquer ces régimes-là n'était réellement offerte à ces populations. Donc ça a pu être un facteur qui a favorisé le fait qu'un certain nombre de mouvements aient pu émerger contre ce qui n'était plus des dictatures, ce qui n'était plus simplement des autoritarismes, mais de véritables dictatures qui apparaissaient réellement à l'œuvre. Donc on sent qu'il y a au moins une corrélation, il faut bien avoir votre avis là-dessus. Et il semble que cette banalisation continue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord du fait que, malgré le fait de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte ensuite, à Bahreïn, la Libye, enfin, est-ce que vous ne voyez pas que cette banalisation continue? Et j'aimerais poser une question très précise, profiter du fait que M. Flavien Dubois est là, de savoir que de la même façon qu'on a évoqué, ça fait hurler ici le fait que la France ait pu proposer de donner des conseils en matière de sécuritaire au régime tunisien pour que les manifestations soient contrôlées et qu'il n'y ait pas beaucoup de morts. Est-ce qu'il y a actuellement dans ces régimes banalisés qui s'appellent l'Arabie Saoudite, qui s'appellent d'autres pays aussi bien tenus par une main ferme, est-ce qu'il y a actuellement des coopérations de pays occidentaux pour assurer la sécurité de ces régimes? Oui, je ne perçois pas très bien quand vous parlez de banalisation. Bon, il me semble que le phénomène autoritaire dans le monde arabe, il est bien antérieur au 11 septembre. Pratiquement, il remonte à l'indépendance de ces pays. C'est-à-dire qu'on va tout de suite se mettre en place des systèmes qui... Et au contraire, on voit quelques ouvertures, peut-être timides, calculées, ambiguës. Parfois, c'est des expériences qui n'ont pas de prolongement, comme en Algérie, entre 1988 et 1992. Mais très clairement, encore une fois, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que le 11 septembre, quand j'ai parlé de divine surprise, effectivement, a servi de justificatif pour ces régimes qui notamment luttaient contre l'islamisme, pas seulement le djihadisme, mais même politique, dans leur pays. Vous voyez bien, tout le discours d'ailleurs d'un pays, pas seulement l'Algérie, mais beaucoup d'autres pays. Mais pour autant, je ne vois pas d'évolution au niveau de l'autoritarisme entre avant et après le 11 septembre. Et ça, c'est mon interprétation. On peut même, vous savez, ces révolutions aussi, je pense qu'elles sont quelque part, il y a derrière elles le rejet, la désacralisation du chef, du guide, ce qu'on appelle le zaïm en arabe. Cette image au fond de l'autocrate, du despote dur, mais juste, et quand même qui a été un référent politique qui a une certaine durée dans la région, et au fond on voit cette image, cette statue, elle s'est effondrée complètement, et on peut même se demander si la vue, même si elle a pu déplaire dans la région, la vue de Saddam Hussein extirpé de son trou hirsute, etc., n'a pas contribué à encore plus, au fond, désacraliser cette image du chef tout-puissant, au fond, derrière lequel auquel on obéit et dont on n'imagine pas une minute qu'on puisse remettre en cause le pouvoir. Moi, je vois peut-être plus ça dans ce... Maintenant, la question sur la coopération, oui, vous savez que
un certain nombre d'États de la région, notamment les monarchies de la péninsule arabique, sont dans une situation, effectivement, ce qui concerne une situation de vulnérabilité par rapport à leur environnement stratégique, et même si ces pays disposent de forces armées, de moyens militaires absolument considérables, souvent du dernier cri, sont pour la plupart liés par des accords de défense et de sécurité avec un certain nombre de pays, en majorité occidentaux, en premier lieu les États-Unis, mais également la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc. Si je peux amener mon œil de romancière à cette question et en revenir à ce dont nous parlions auparavant, notamment que le 11 septembre est un moment après lequel l'histoire a été écrite différemment. Je me rappelle, lorsque j'étais étudiante à Columbia University, nous avions des colloques dans le département d'études moyen-orientales où on parlait que est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie, et un discours dans ce genre-là. Et je pense que dans la réécriture de l'histoire post-11 septembre, dans notre monde hyper connecté où ce qui se dit dans un coin de la planète s'entend ailleurs, subitement peut-être que les populations arabes ont eu le désir de réécrire leur histoire. Et moi, tel que je suis, voulant croire profondément dans un certain humanisme universel, je voudrais lire ça de cette manière. Merci. Alors, il y avait une question de monsieur et ensuite sur la gauche. Allez-y. C'est une question, c'est un peu une objection. Il me semble quand même que ce soir, on a trop focalisé nos débats sur cette forme extrême de la violence qu'a symbolisé le 11 septembre. Je dirais que c'était le thème de la soirée. Mais n'oublions pas quand même que le World Trade Center, c'était un symbole très fort. Qui visait essentiellement la puissance économique et financière états-unienne et en même temps la puissance politique des États-Unis. Bon, violence extrême du terrorisme, d'accord, mais ce n'est ni une idéologie, Alain Grèche l'a très bien dit, ni une idéologie, ni un projet politique précis. Le terrorisme, c'est un moyen de lutte pour des gens qui choisissent ce moyen de lutte à un moment donné. Est-ce que dans le monde actuel, est-ce que toutes les composantes de ce qui a provoqué le 11 septembre ne sont pas encore pertinentes, ne sont pas encore en place? C'est-à-dire une violence diffuse, une violence permanente, en particulier des pays du Nord, à l'égard des populations du Sud. Enfin, il s'est produit dans le monde arabe ce que vous appelez un régime de l'autoritarisme, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est simplement ces pays étaient dans une gangue de violence d'État, étaient pris dans une violence d'État extrêmement forte, qui empêchait toute protestation, toute élaboration d'un projet politique différent. Bon, je ne veux pas être trop long, mais on peut quand même peut-être raisonner sur qu'est-ce qui se serait passé si l'armée de Tunisie n'avait pas finalement refusé de tirer sur les manifestants. Peut-être que rien ne se serait passé dans le monde arabe à partir de là. Merci pour ces remarques additionnelles, monsieur. Tout de suite, et puis peut-être après des réactions. Très rapidement, je voudrais simplement dire que, à propos de la question qui a été posée sur la coopération dans le domaine de la sécurité, moi je suis attaché de coopération dans une ambassade. Il me semble que dans un pays comme le Yémen dont je viens, la coopération pour la sécurité, c'est autrement plus important en termes financiers que la coopération pour le développement. Ça, c'est côté français. Hein. Il y a d'autres pays européens qui font le même effort pour la sécurité, l'équipement, l'aide, la formation, tout au va bien, sans oublier bien sûr l'équipement des ambassades qui sont devenus des bunkers, mais en même temps, ce sont des pays qui apportent aussi quand même en termes de développement. La France, elle apporte de moins en moins. Moi, je voudrais quand même le dire, ça me paraît grave. Bon, ça, c'est un détail. Merci de transparence. Voilà. L'autre chose que je voudrais dire, c'est une petite remarque que je te virerai demain. L'autre remarque que je voudrais poser une question à Mme Bouziane, c'est que, pour moi, si vous voulez rapidement, avant 91, il y avait deux blocs. Et donc, un bloc qui était perçu comme très idéologique, qui était vraiment le bloc de l'Est. Bon, et puis l'autre camp en face, c'était le camp de la liberté. Moi, ce qui me frappe depuis le 11 septembre notamment, c'est au contraire
comment dirais-je moi, l'aveuglement idéologique américain. C'est terrible. Et c'est une espèce de nation qui parle d'une seule voix, politique, de la presse. C'était terrible, c'est un bulldozer pour moi. Vous parliez tout à l'heure, M. Grèche, de la presse qui était aux ordres. Mais je signale qu'en France, d'ailleurs c'était la même chose sous Mitterrand. Bref, on passe. Et je voudrais simplement dire que j'ai vu, et justement la Madame Boudienne avait vu aussi, récemment, que M. Coppola a dit qu'il comprenait finalement ce qui s'était passé en 2001. Alors je voudrais savoir comment vous réagissez par rapport à ça. Est-ce que c'est le début d'une fissure? Alors, c'est intéressant, je n'avais pas entendu parler du commentaire de Coppola, et je vais bien sûr aller retrouver ça. Mais effectivement, s'il l'a dit, c'est énorme, parce qu'il y a eu le sentiment qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, et que si on les disait, c'était une trahison contre la nation. Et c'était l'équivalent d'être du côté des terroristes, et les gens avaient des gens qui justement étaient de gauche ou étaient d'origine arabe ou musulmane savaient que leur téléphone était sur écoute, qu'il fallait faire très attention. Et au niveau médiatique, c'est vrai. Moi, je sais qu'à partir du Maroc, après tout de suite au début de la guerre d'Irak, j'ai envoyé au San Francisco Chronicle, un journal qui auparavant avait publié des articles de moi, un opinion page en disant mais l'idée de preventative war, une guerre préventive, est à la base raciste. Parce que ça veut dire qu'une mort de notre côté est plus importante qu'une mort de l'autre. On m'a renvoyé, on m'a renvoyé un mot en disant, la même rédactrice m'a dit, je ne comprends pas I don't understand the point of your article. Donc c'était impossible de parler. Est-ce que les choses ont réellement changé? Un peu oui, un peu non. Nous parlions de Stiglitz, c'est un ami à moi, Joseph Stiglitz, je lui ai donné mon roman à lire, il m'a dit Anissa, il est très bien, mais il est trop transgressif. Va chercher ailleurs. Alors on va voir. Est-ce qu'il y a encore une question, madame? Vous disiez, il y a un avant le 11 septembre, un après le 11 septembre, l'histoire commence, pas de l'histoire. Ouais. Est-ce qu'on peut parler maintenant de avant les révolutions arabes, après les révolutions arabes, où il y a des bouleversements la France, si je peux prendre l'exemple de la France, qui voulait soutenir Ben Ali, etc., exporter le savoir-faire sécuritaire de la police française pour mater les manifestants en Tunisie, après soutenir les manifestations en Égypte, qui soutenait il y a quelques années Kadhafi, etc., qui avait reçu un camp en France, etc., qui soutenir la rébellion libye. Est-ce qu'on peut parler de avant et après? Je répondrai par une boutade, parce que la révolution arabe, on est en plein dedans. On est en plein dedans, oui, il y a un processus quand même. Mais dans les années 70, Zhou Enlai, qui était un grand ministre des Affaires étrangères chinois, a été interrogé en 1970 sur la Révolution française. Et on lui a dit, est-ce que la Révolution française a eu des conséquences positives ou négatives? Il réfléchit un moment et il dit, c'est encore trop tôt pour les Je crois que pour les révolutions arabes, c'est vraiment encore trop tôt. S'il n'y a plus de questions, une dernière vraiment, parce qu'on est était dans la salle quelqu'un qui a vécu les bombardements sur Beyrouth en juillet 82, 22 000 morts en un mois, tous ceux de juillet 86. Bon, ceux qui ont vécu ça, ils peuvent comprendre aussi que, à mon avis, le terrorisme durera tant qu'il n'y a pas de solution juste au problème du Proche-Orient. Ceci étant juste un mot, parce que ça rejoint ce que vous disiez sur la violence. C'est vrai que les peuples du monde arabe subissent une violence qui est inacceptable. La riposte à ça, on peut dire tout à fait qu'on comprend que la riposte à la violence, ça puisse être la violence. Mais en même temps, je veux dire, ce qu'ont apporté les révolutions arabes, c'est la violence, c'est pas quelque chose de glorieux en soi ou de honteux en soi.
ce qu'ont montré les révolutions arabes, et je crois qu'en dehors de la Libye, les gens, et aujourd'hui ça reste le cas en Syrie, etc., les gens, le mot-là qui va être en avant, c'est Selmeï, c'est-à-dire pacifique. Parce que c'est la meilleure arme de lutte contre la violence aujourd'hui. Et dans ce sens, si c'est des révolutions arabes, je pense que ça discréditera ces groupes terroristes parce qu'il y aura un autre moyen de lutter contre la violence. Mais c'est pas évidemment, c'est pas la condamnation de la violence en tant que telle.